Bonjour à tous et bienvenue à toi Flavien. Salut Nicolas. Est-ce que vous nous voyez bien? Est-ce que vous nous entendez bien dans le chat? Et est-ce que vous êtes en forme? Dites-moi. A priori, vous avez l'air en forme, pas trop endormi par la digestion. Eh bien, vous allez voir, normalement, je pense, à la fin, dans 1 heure, vous allez avoir les neurones qui bougent pas mal parce qu'on a l'honneur de t'avoir, Flavien, à nos côtés pour une super conférence sur le prompt engineering, sur l'IA générative, qui est quand même, on ne va pas se mentir, le sujet du moment. Et donc, Flavien, pour te présenter très rapidement, tu es entrepreneur, tu es conférencier et tu es également auteur. Et je tenais également à partager avec vous côté audience. Il faut savoir que côté CMJ, on a découvert justement Flavien à travers son livre. Son livre s'appelle Hyperprompt. Je vous invite à le lire si vous avez un enjeu de monter en compétence sur le prompt engineering, puisque c'est un livre extrêmement accessible. Nous, on a donné à vraiment quasiment l'ensemble des équipes, côté commercial, bien entendu, côté marketing, côté customer success, etc., car c'est vraiment un livre qui est vraiment top pour monter en puissance sur ces sujets. Donc, Flavien, encore merci d'avoir accepté de donner cette conférence. Et puis, sans plus attendre, je te laisse du coup démarrer. Profitez bien. Vous allez voir, normalement, ça va être vraiment génial. À toutes. Merci beaucoup Nicolas. Bonjour à tous. Alors, vous allez voir peut-être par rapport aux autres conférences que vous avez eues dans l'événement, ça va être un petit peu différent puisque là, on va faire pratiquement que de la démo. En fait, je vais filer toute une démonstration pendant le temps qu'on aura ensemble. Il y aura des slides ou des éléments de présentation, mais qui ne seront pas exactement ceux que vous avez pu avoir sur les autres présentations. Donc, je vais déjà commencer par partager mon écran. Donc là, vous devez voir à l'infini, ce qui est absolument pas professionnel, mais absolument nécessaire, le temps de passer sur la partie de contenu. Et donc, normalement, ici, vous devriez voir mes slides, qui en effet seront pas vraiment des slides, mais plus des éléments de démo. Alors, on va parler du prompting. Donc, je pense que parmi vous, la plupart ont déjà entendu le mot prompt. Donc, un prompt, en anglais, ça veut dire une requête. C'est donc un mot de l'informatique assez traditionnel. On fait une requête à un ordinateur, on fait une requête à un serveur, peu importe. Et dans le cadre des IA génératives, en fait, ce mot est passé dans le langage courant. On a commencé à dire qu'on promptait des IA. Donc, sans plus attendre, je vous propose de regarder un premier prompt qui va être un prompt très simple. Donc, puisque SEMJ fait entre autres de la création de contenu, on va partir sur de la création de contenu. Donc là, si vous voyez mon écran, vous voyez que je suis sur l'interface de ChatGPT avec les conversations que j'ai pu avoir avant, mes GPTs, etc. On en reparlera un petit peu à la fin. Et donc, je balance un prompt dans l'interface, écris un article sur l'innovation pédagogique. Alors, on va voir le résultat. Bon. Donc, c'est un prompt très, très simple. Et je vous déconseille très fortement de faire un prompt comme celui-là, on va voir pourquoi. Mais donc, si on lit un peu la réponse, en effet, on a un article, ChatGPT étant une machine à créer du langage, il est capable d'écrire un article. Il nous dit l'innovation pédagogique, un levier de transformation de l'éducation. L'innovation pédagogique est aujourd'hui au cœur des préoccupations dans le domaine de l'éducation. Elle incarne la volonté de réinventer les pratiques d'enseignement pour les adapter aux besoins du XXIe siècle. Bon, déjà, avec ces deux phrases, vous avez compris l'idée. On a une réponse assez pourrie. Parce que ça relève de l'évidence. Je veux dire, quand on parle d'innovation pédagogique, dire que ça incarne la volonté de réinventer les pratiques d'enseignement, on n'a en fait absolument rien dit. On est en train de boucler sur la même idée et de tourner en rond. Vous allez voir qu'en fait, c'est complètement logique. Donc, la première fois qu'on utilise ChatGPT, on a parfois tendance à avoir un peu ce côté pensée magique, à se dire, si je lui demande un article sur l'innovation pédagogique, c'est une intelligence artificielle, c'est censé être génial, donc ça va me sortir un super article sur l'innovation pédagogique. Et bam, on a ce genre de choses très superficielles, très génériques, qui apportent aucune valeur et on est très déçu. Ce qui, en fait, ne relève pas d'un problème de l'IA, mais d'un problème de l'autre côté du clavier. En informatique, on a cet acronyme qui est, alors normalement GIGO, mais j'aime bien dire GIGO, en français je trouve que ça sonne bien. Donc GIGO, ce qui veut dire garbage in, garbage out.
pour rester poli, des déchets en entrée, des déchets en sortie. Donc, c'est l'idée que si on a mis des déchets dans son prompt, si on a fait un mauvais prompt, il faut s'attendre à avoir des déchets en sortie, un mauvais résultat. Alors moi, j'aime bien cette métaphore. Peut-être que parmi vous, il y en a qui ont vu le film Premier Contact, The Arrival en anglais, qui est un excellent film de science-fiction. Je le recommande à 1000%. C'est un film de science-fiction petit budget qui est à huis clos. C'est très rare de voir ça dans la science-fiction et qui est très, très, très psychologique. C'est donc l'histoire, on a une race extraterrestre qui arrive sur Terre et elle parle une langue complètement différente de toutes les langues qu'on connaît, évidemment. Et l'enjeu va être d'entrer en communication avec cette race extraterrestre. Donc, évidemment, il y a les militaires qui se méfient, ils se disent qu'est-ce que c'est que ces autres espèces qui viennent nous envahir. Et donc, ils vont avoir tendance à tout interpréter comme des déclarations de guerre, etc. Et puis, l'autre protagoniste, ce n'est pas les militaires qui sont dans l'espèce de logique un peu violente, c'est une linguiste qui, elle, va essayer de décortiquer et de comprendre cette langue-là pour créer l'espèce de pierre de Rosette qui permet de bien parler avec cette nouvelle espèce. Alors, ce que j'aime bien dans ce film, c'est qu'il montre un peu les deux réflexes qu'on peut avoir face à un besoin de communiquer. On peut avoir son prisme de pensée de l'autre est dangereux, et donc toute tentative de communication est en fait une tentative d'interpréter comme le fait que l'autre soit en tort. Et donc, c'est un peu ce qu'on fait la première fois qu'on utilise ChatGPT. On se dit que l'IA est vraiment pas bien maligne. Et puis, on peut avoir l'autre logique qui est de tenter de comprendre et de rentrer dans une logique d'empathie, en fait. L'empathie n'est pas forcément la sympathie. L'empathie, c'est le fait de se mettre à la place de l'autre pour comprendre son fonctionnement et permettre une meilleure interprétation réelle, objective de ce qu'il nous raconte et de sa tentative de communiquer. Donc, c'est un peu les militaires versus la linguiste. Et donc, le prompting, c'est l'idée de jouer plutôt le rôle de la linguiste que le rôle des militaires et de se dire comment je peux entrer dans le fonctionnement de ces IA pour comprendre comment elles fonctionnent, me mettre un peu à la place de leur espèce de cerveau numérique, qui n'est pas du tout comme un cerveau biologique, elles fonctionnent très différemment de l'humain. Et donc, comment je peux essayer de les comprendre pour mettre à leur place et ensuite, de mon côté, être capable de mieux m'exprimer avec elles pour justement en tirer le meilleur et avoir une bonne communication. Donc, tout l'intérêt du prompt engineering, l'ingénierie de requête, c'est-à-dire le prompting, c'est plus simple, tout l'enjeu du prompting, c'est de passer de mes prompts GIGO, garbage in, garbage out, à ce que moi j'appelle, ça c'est mon acronyme, VIVO, pour value in, value out. J'ai une bonne compréhension, je mets de la valeur en entrée, j'ai donc de la valeur en sortie. Et donc, on va essayer de voir comment construire un bon prompt, quelles sont les techniques fondamentales. Alors, je le dis tout de suite, pendant cette présentation, on va voir les techniques fondamentales. On va faire une petite ouverture à la fin sur le passage du prompting à l'agentivité, parce que pour ceux qui auraient déjà des notions en prompting, c'est ce qui va vous intéresser dans les prochains mois. Et en 2025, l'agentivité va devenir le gros sujet. Mais si vous voulez un complément, alors évidemment, vous avez mon manuel, donc hyper prompt, évidemment, je peux que vous inviter à le lire, mais vous avez aussi des masterclass sur le site du manuel qui sont complètement ouvertes et gratuites. Si vous voulez compléter, ça peut vous donner une ouverture supplémentaire sur hyperprompt.fr. Vous pourrez aller explorer un peu plus loin et aussi voir des choses sur le prompting d'images que je n'aurai pas le temps de traiter aujourd'hui, où on va se concentrer sur l'aspect texte. Donc, première technique, évidemment, alors c'est à peine une technique, c'est l'idée de dire que l'IA, elle connaît l'universel. Donc, en gros, l'intelligence artificielle, elle a été entraînée, je ne sais pas si vous savez comment elle a été entraînée, mais en fait, elle a été entraînée sur tout le texte d'Internet. Un système comme GPT, c'est ce qu'on appelle un grand modèle de langue, LLM en anglais, Large Language Model, c'est un peu le mot-clé en ce moment, c'est entraîné avec énormément de données et ça ne réfléchit pas du tout comme nous. L'IA, elle a été entraînée à prédire le prochain mot sur tout le texte d'Internet. On lui montre le premier mot d'Internet, le réseau de neurones de l'IA essaye de prédire le deuxième mot d'Internet. Au début, elle n'a pas du tout appris, elle est à peu près complètement débile, donc elle se trompe. Elle regarde la bonne réponse, elle corrige son réseau de neurones, c'est une technique mathématique qui permet de faire ça, elle va réorganiser légèrement son réseau de neurones pour être un peu plus proche de ce qu'elle aurait dû être pour donner la bonne réponse. Elle va prendre les deux premiers mots, essayer de prédire le troisième mot, elle va se tromper, se corriger. Elle va prendre les trois premiers mots, essayer de prédire le quatrième mot, se tromper, se corriger, etc. Et donc, tout ce qui fait les meilleurs systèmes d'IA qu'on a aujourd'hui, c'est la capacité à prédire le prochain mot.
Et en fait, cette simple tâche qui a l'air un peu simpliste de premier abord, en fait, permet de modéliser une grande partie de l'intelligence qui transpire à travers la langue. Si vous êtes devant une conférence d'un grand, je ne sais pas, astrophysicien, c'est pas moi, hein, et que vous êtes capable à chaque moment de sa conférence de prédire correctement le prochain mot de ce qu'il va dire, bah, en fait, vous avez le même niveau de compréhension de son domaine que lui. Si vous êtes capable de faire ça, en fait, vous avez son niveau d'intelligence en astrophysique. Et donc, finalement, être capable de prédire le prochain mot, c'est une très bonne façon de modéliser la connaissance et les processus d'intelligence qui permettent de produire cette connaissance dans le langage. Donc, c'est comme ça qu'on entraîne les systèmes d'IA et c'est de ça que vont découler la plupart des techniques de prompting. Et donc, quand l'IA fait ça, elle apprend à prédire le prochain mot sur un texte qui est généraliste. Sur Internet, il y a des données de l'humanité, si on veut, il y a un peu l'intelligence collective de l'humanité, mais il n'y a pas le particulier. L'IA ne contextualise pas, elle ne connaît pas votre cas précisément. Ça devrait venir de plus en plus dans les prochaines années. L'IA collectera de la donnée de vos interactions pour de plus en plus se spécifier à votre cas particulier, mais pour l'instant, un GPT, il connaît que l'universel. Et donc, pour obtenir des réponses adaptées à votre cas, ben, la première petite technique, ça va être d'expliquer votre cas. Donc, si je reprends mon prompt de tout à l'heure, je retourne sur ChatGPT. Alors, je vais ouvrir une nouvelle conversation pour pas qu'il soit pollué par ce qui a déjà été dit. Et maintenant, je vais faire un prompt un tout petit peu plus complet. Je lui donne toujours le même objectif, mais je lui donne un contexte. Mes lecteurs sont des enseignants et formateurs cherchant à améliorer l'efficacité de leur enseignement. Ils connaissent déjà bien la pédagogie et doivent aller plus loin, ce qui va donner un caractère légèrement plus expert au type de réponse. Ils sont curieux de découvrir des techniques concrètes basées sur la recherche scientifique et les retours d'expérience. Et là aussi, ça va spécifier un peu le ton et le type de réponse par rapport à notre audience, à notre cible. Et donc ici, si on lit, normalement, on devrait avoir quelque chose qui tend un tout petit peu plus à quelque chose d'un petit peu plus expert. Et en effet, on voit par exemple, cet article vous propose un tour d'horizon de quelques techniques concrètes qui pourront transformer vos pratiques pédagogiques. Et si on descend un peu, on va voir que ça va être structuré selon des techniques qui sont plus concrètes. L'apprentissage actif, avec les études démontrent que l'apprentissage actif, donc on voit l'influence de l'approche scientifique. Pour l'instant, c'est encore un peu léger. On a juste les études démontrent. Quelles études, on aimerait savoir. Mais on voit qu'on est un petit peu plus précis. Des techniques précises et concrètes qui sont proposées, la classe inversée, la méthode des cas pratiques, le questionnement socratique, des choses comme ça. Et on voit que l'article est structuré pour être un peu plus expert. Donc, voilà un premier élément. En effet, pour des profs et des enseignants, on ne veut pas quelque chose de complètement basique et superficiel. Donc, ici, on va déjà avoir un meilleur type de contenu. À ça, on peut ajouter une deuxième dimension. Donc, c'est toujours lié à la façon dont l'IA a appris. Comme l'IA a appris sur le texte d'Internet, il faut se représenter comment fonctionne le texte qu'il y a sur Internet. Sur Internet, quand un expert de la pédagogie parle, il en parle avec un niveau de langue, avec un niveau d'expertise bien supérieur à quand c'est monsieur tout le monde qui s'exprime sur comment ses enfants devraient apprendre à l'école. Donc, on peut mettre l'IA dans le rôle d'un expert et en fait, c'est pas que dans son petit cerveau numérique, elle va se mettre en empathie réelle avec l'expert en question, c'est simplement statistique, ça va orienter les mots qu'elle va produire, ça va orienter les mots les plus probables que l'IA va produire pour être plus expert parce que ça va aller piocher plus ou moins dans des données, dans un espace des données qui correspond à des réponses plus expertes. Donc, un expert ne parle pas comme un novice et en mettant l'IA dans la peau de l'expert qu'on aimerait interroger, elle va simuler la surface de cette expertise d'une certaine façon. Donc, voilà ce que ça donne. Vous voyez que le prompt commence à être un petit peu plus gros. Je ferai un petit point là-dessus après. Et donc, j'ai ajouté ici un rôle au début. Tu es un neuroscientifique expert en pédagogie, très créatif. Tu connais parfaitement toutes les méthodes pédagogiques modernes et alternatives et leur assise cognitive. En tant qu'expert, tu t'appuies sur des études de cas réels et des exemples concrets et tu mobilises des chiffres pour illustrer ton propos. Tes articles sont précis et détaillés. Et puis l'objectif et le contexte. Et ici, si on regarde, on va avoir quelque chose d'encore un peu plus précis, un peu plus orienté sur l'aspect scientifique. On va dire, approfondir la dimension du contexte liée à l'expertise. Et donc, si on regarde, donc on a les phrases un peu qui vont bien au début, mais ensuite,
transformer en profondeur l'approche éducative en s'appuyant sur les sciences cognitives et les retours d'expérience concrets. Donc là, on a vraiment cet apport du cognitif. Là, je vois qu'il y a une étude qui est citée. Donc si elle est 2013, a priori, il y a des chances que ChatGPT ne se trompe pas. Évidemment, quand on utilise une IA comme ChatGPT, il faut aller vérifier tout ce qui est très factuel. L'IA a une tendance à halluciner. Ce n'est pas une grosse base de données avec une mémoire factuelle. C'est un réseau de neurones qui a encodé de la donnée. Donc, quand elle produit du texte probable, de temps en temps, elle peut faire des erreurs. Elle peut restituer de la connaissance de façon approximative et sur du factuel se tromper. Mais ça va être le cas surtout sur des choses très récentes. Plus on va être sur des choses connues et anciennes, moins on va avoir une tendance à halluciner. Mais bon, de toute façon, ici, j'irai vérifier que cette étude existe bien, même si mon feeling, ça serait de dire qu'il y a des chances que ça soit le cas. Et on voit que là, on est vraiment sur une approche que pourrait avoir un neuroscientifique. Il parle du cerveau humain, il parle des études en les citant et en les datant. Il montre leurs conclusions, il amène des chiffres clés. Les chercheurs estiment qu'en moyenne, une information retenue passivement lors d'une session de cours magistral est oubliée à 50% après seulement 1 heure. C'est la courbe de l'oubli d'Ebbinghaus 1885 avec la source, etc. Donc, on va avoir un vrai point d'entrée scientifique. Et ensuite, on retrouve la logique de pédagogie inversée qui nous présentait tout à l'heure, mais avec des choses plus précises sur l'efficacité cognitive, sur des recherches datées, etc. Donc, on passe encore un niveau en termes de précision de l'information et de l'expertise qu'on peut avoir. Je pourrais bien sûr donner n'importe quel type de rôle. Je pourrais lui donner le rôle, tu es un clown fantasque qui parle de façon très créative et rigolote, et puis lui donner le même objectif et le même contexte, et on aurait quelque chose de très différent. Donc, on peut évidemment choisir le rôle en fonction de ce qu'on veut à la fin. Bien sûr, là, ça n'aurait pas grand sens de prendre un clown rigolo. Un petit point aussi que j'aime bien montrer, c'est une petite technique. Alors, je crois que je l'ai inventée. Bon, peut-être que d'autres l'ont mis en place aussi, hein, mais en tout cas, c'est une technique que j'ai imaginée, que j'appelle la quantification de caractéristiques. Alors, j'utilise des grands mots, mais c'est pour décrire quelque chose d'assez simple. L'idée, en fait, c'est de demander à l'IA de quantifier une des caractéristiques de son article pour ensuite pouvoir jouer dessus en l'augmentant ou en la diminuant. Donc, par exemple, ici, je pourrais dire, sur une échelle de 1 à 10, à combien évalues-tu la précision ou l'aspect chiffré des propos? Alors bon, si on fait une faute d'orthographe avec ChatGPT, ce n'est pas un problème, il comprend. Donc, sur une échelle de 1 à 10, il évalue à 6 le fait qu'il ait chiffré ses propos. Donc, en effet, il précise les chiffres qu'il a utilisés. Il montre qu'il y en a quelques-uns, mais que ce n'est pas non plus énormément. Et donc, maintenant qu'il a donné le chiffre 6, on pourrait lui dire, réécris l'article en passant à 2 si on veut très peu de chiffres, ou en passant à 9, par exemple. Alors, on peut même lui dire en passant à 12 sur 10, hein, si on veut. Et là, normalement, on passe à 9, et au lieu d'avoir 2-3 chiffres dans l'article, alors il y en a un peu plus de 2-3, là en passant, je vois quand même qu'il y en a pas mal, mais surtout qu'il y a chiffre clé à chaque petit paragraphe, donc il doit y en avoir 4 ou 5. Ici, il y a des chances qu'ils nous en mettent plein. Alors là, peut-être que ça va être même trop, mais ça permet de pousser certaines caractéristiques. On voit que là, il y a du chiffre, il y a du chiffre, il y a du chiffre, il y a du chiffre. Enfin, en tout cas, là, il y va à fond, quoi. Donc ça permet vraiment de préciser, si vous voulez, de rester aux manettes un peu de ce que fait l'IA en l'orientant vraiment sur ce qu'on veut atteindre comme objectif. On pourrait aussi augmenter la rigueur de l'article, on pourrait augmenter la créativité, on pourrait augmenter l'humour de l'article, la solennalité de l'article, si on voulait, je ne sais pas, écrire un message de deuil ou quelque chose comme ça. Bref, on peut vraiment jouer avec ces caractéristiques-là. OK. Petite technique suivante. Donc, on pousse le curseur encore un peu plus loin. L'IA ayant appris, encore une fois, sur Internet, elle a appris plein de méthodes de raisonnement qu'on peut retrouver sur Internet, mais ça reste les méthodes de raisonnement les plus basiques. Par exemple, si on demande à une IA de faire une analyse stratégique d'une entreprise, elle va nous faire un SWOT. Vous savez, cet outil d'analyse stratégique, SWOT, ça veut dire Strength, Weakness, Opportunity, Threat, les menaces, les opportunités, les dangers, les forces et les faiblesses. Donc, c'est vraiment l'outil basique pour analyser une entreprise et tout. Enfin, c'est l'outil de base des consultants, si on veut. Donc, c'est ce que l'IA va mettre en œuvre comme méthodologie de pensée par défaut, un petit peu. Donc,
elle va produire le raisonnement le plus probable quand on va vouloir lui demander de raisonner un petit peu. Donc, c'est une bonne pratique. Ça aussi, c'est un des apports que j'ai fait dans le prompting. J'ai beaucoup travaillé sur cette question de méthodologiser son prompt en mettant sa propre méthode de raisonnement, sa propre méthode de réflexion, sa propre expertise métier pour différencier un maximum le type de réponse. Donc là, ça va permettre d'orienter et au lieu d'avoir quelque chose d'un peu générique et probable, et que si quelqu'un d'autre met un prompt proche, il ait une réponse assez proche, ça oriente l'IA pour produire une sorte de raisonnement et ensuite produire un résultat qui soit le résultat de ce raisonnement. Donc, ça permet vraiment de différencier son résultat. Ici, voilà ce qu'on pourrait faire. Alors là, on commence à avoir un prompt très complet. Hop. Donc, j'ai de nouveau mon rôle, mon objectif, mon contexte, mais voilà ce que j'ai ajouté. J'ajoute une méthode. Alors, quand on veut écrire un article, on a envie d'abord de jouer un peu le rôle du journaliste, donc de choisir le bon angle d'attaque qui va être un peu catchy, comme on dit, qui va attraper l'attention. Choisir un angle d'attaque vraiment spécifique et précis aussi pour que l'article soit vraiment centré sur une idée forte. Il ne faut pas que cet angle soit généraliste. Il peut parler d'une technique clé, d'une méthode pédagogique en particulier, d'un outil ou d'un usage innovant. L'angle d'attaque doit être unique. L'article ne doit parler que d'un sujet, mais l'aborder en profondeur avec des exemples, des chiffres et un appui neuroscientifique. Je rajoute encore une fois le côté neuroscientifique. Donc, c'est ce que j'appelle jackhammer prompting. Donc, jackhammer, c'est le marteau-piqueur en anglais. On peut mettre plusieurs fois quelque chose dans un prompt, plusieurs fois une orientation pour être sûr que l'IA la prenne en compte fortement. Imagine une structure narrative originale pour l'article. Donc là, on joue vraiment le rôle du storyteller, celui qui sait bien raconter des histoires pour avoir un article un peu plus agréable à la lecture que ce qu'on avait tout à l'heure, qui était un peu trop scientifique peut-être, un peu austère. Donc, une structure narrative qui le rende à la fois fluide et punchy tout en conservant la dimension experte et rigoureuse, et écrit l'article en étant le plus exhaustif possible. Donc ici, je lui demande de faire ça en 3 temps. D'abord choisir l'angle d'attaque, ensuite la structure narrative et ensuite d'écrire l'article. Et donc, ici, il se concentre, alors il reste à chaque fois sur la méthode inversée. Donc là, vous allez voir comment on peut dépasser ça, parce que d'une certaine façon, si je lançais plein de fois ce prompt, on sent qu'à chaque fois, il me parlerait de cette fameuse méthode inversée qui semble être pour lui le graal de l'innovation pédagogique par rapport à ce qu'il a appris. Il doit y avoir beaucoup de données qui parlent de ça sur Internet. Mais cette fois-ci, normalement, il va parler que de ça et il va se concentrer vraiment sur cet élément. Et au lieu de nous parler de plusieurs techniques et d'avoir un article un peu overview qui fait un tour d'horizon, on va avoir un article de fond sur une technique. Donc, donner de la méthode va permettre d'avoir un article qui commence à ressembler à quelque chose. On garde le fait qu'il y ait des études, qu'il y ait des chiffres, tout ce qu'on avait mis en place avant est encore présent, mais cette fois, on a un vrai focus sur la classe inversée et avec là aussi la logique narrative qui semble être un peu plus sympa. Là aussi, je pourrais utiliser ma petite logique de quantification de caractéristiques pour lui demander d'être encore plus narrative, d'intégrer plus de storytelling, etc. Si je voulais qu'il raconte, par exemple, des petites histoires sur, je ne sais pas, une classe qui s'est transformée pour devenir une classe inversée, ce genre de choses. Donc, ajouter de la méthode, c'est vraiment une bonne pratique. Et enfin, puisque l'IA ne répond qu'avec son entraînement initial, elle va avoir tendance à tourner un peu en rond dans ses réponses à prompt égal. Donc, il y a un paramètre dans les systèmes d'IA qui s'appelle la température. Alors, ça n'a rien à voir avec la température que vous connaissez, la chaleur, etc. Mathématiquement, il y a une ressemblance, mais la température d'un système d'IA, c'est un paramètre qui en fait mesure à quel point l'IA va pouvoir prendre des libertés par rapport à sa réponse. Donc, si la température est à 0, le même prompt va produire toujours la même réponse. Elle va prendre chaque fois le mot le plus probable pour produire sa réponse. Et comme mathématiquement, il n'y a qu'un mot le plus probable à chaque fois, eh ben, on va avoir toujours la même réponse. Donc, l'IA va être très rigoureuse, mais très chiante. Si on pousse la température au maximum, pour GPT par exemple, c'est 2, l'IA va se permettre de prendre des mots au hasard parmi je sais pas, les 200 mots les plus probables à chaque fois qu'elle produit un mot. Et donc, elle va avoir des chances de diverger complètement et elle va produire un truc très délirant. Donc, la température sera trop forte.
Donc, une bonne température, c'est souvent entre 0,5 et 1,5. À 0,5, l'IA est plus rigoureuse. À 1,5, on a la sensation qu'elle est plus créative. Elle se permet plus de diversité dans ses réponses. Ce paramètre, on ne peut pas le modifier sur ChatGPT. L'interface ne le permet pas. Il est prédéfini à 0,7. C'est pour ça que l'IA ne va jamais répondre 2 fois la même réponse. Elle va changer à chaque fois parce qu'elle va prendre au hasard des mots toujours un peu différents. Mais elle va avoir tendance quand même à rester dans le même champ de type de réponse. Et c'est pour ça que là, elle a tendance à toujours nous parler de cette classe inversée. C'est un bon exemple. Il y a une interface qui s'appelle le Playground, si vous avez envie de jouer un peu plus en détail avec les systèmes d'IA. Le Playground de GPT permet de modifier cette température et plein d'autres paramètres et de voir ce que ça donne quand on la passe à quelque chose de très bas ou quelque chose de très haut. Si vous utilisez Copilot, vous avez en fait déjà utilisé cette notion de température. C'est le petit bouton qu'il y a sur l'interface qui dit que l'IA doit répondre de façon rigoureuse ou créative. En fait, ça fait switcher la température de 0,5 à 1,5, plus ou moins. Donc, il y a cette notion de température qu'il faut comprendre pour voir comment les IA répondent. Et donc, comme elle est prédéfinie à 0,7 sur un système comme ChatGPT, l'IA se répète un peu. Et de manière générale, si on n'intègre pas de données externes dans notre prompt, l'IA va avoir tendance à rabâcher un peu les mêmes choses parce que la réponse la plus probable sera toujours un peu la même. Donc, d'une part, ajouter de la méthode permet orienter l'IA un peu au-delà de ce qu'elle aurait répondu facilement de premier abord. Mais deuxième élément en conséquence de ça, c'est que plus on va intégrer de données dans son prompt, plus on va avoir de valeurs en sortie et de valeurs différenciantes et spécifiques. Donc, si on a de la donnée métier, ça va être pertinent de la mettre. Si on a de la donnée, par exemple, des informations externes qui viennent de bases de données auxquelles on a accès, ça va être pertinent de les intégrer, avec évidemment les logiques de sécurité qu'on n'abordera pas ici, mais dans chaque entreprise, il y a de plus en plus de guidelines là-dessus. Donc, normalement, l'aspect sécurité est de plus en plus pris en compte. Et puis, enfin, l'IA est capable d'aller sur Internet. Et donc, c'est aussi une très bonne façon de lui permettre d'intégrer de la donnée externe qui va, à chaque fois, lui faire produire des réponses différentes. Donc, un système d'IA comme ChatGPT est même très performant pour naviguer sur Internet. Et on va pouvoir simplement lui demander de naviguer sur Internet dans notre prompt par rapport à un sujet. Et la navigation va chaque fois se faire un peu différemment. En plus, Internet est tout le temps en train de changer, donc l'IA va tomber sur des contenus différents, elle va ramener des informations différentes, et donc ça va spécifier le prompt à chaque fois différemment et amener une réponse différente à chaque fois, et ça va créer de la diversité dans le type de réponse qu'on va pouvoir produire. Donc voilà mon prompt complet pour créer des articles à peu près intéressants. On va aller encore un cran plus loin après, mais vous verrez que ça demande de dépasser le prompting. Donc ici, c'est exactement le même prompt, sauf que j'ai ajouté dans la méthode « Commence par naviguer sur Internet pour identifier les dernières nouveautés en termes d'innovation pédagogique. » Et alors, petit point, je lui ai dit « Tu dois naviguer sur Internet, c'est vital pour ma carrière. » Alors ça, ça peut étonner au premier abord, c'est ce qu'on appelle du prompting émotionnel. Alors, l'IA ne ressent pas d'émotion, mais je ne crois pas en tout cas. A priori, les systèmes actuels ne sont pas structurés d'une façon qui le permettrait. Et puis, ça serait très difficile de dire à quel moment elle ressentirait de l'émotion, mais c'est encore un autre sujet. En tout cas, ce qu'il faut comprendre là aussi, c'est que l'IA, ayant appris sur des données qui viennent d'êtres émotionnels, les humains, elle reproduit la surface des comportements émotionnels. Et donc, on peut, par exemple, faire du chantage émotionnel à l'IA et ça va avoir un impact sur le type de réponse. Ça sera purement statistique. Et c'est vital pour ma carrière. Il y a tout un article de recherche là-dessus, en fait, qui montre que ça permet à l'attention de l'IA, il y a des mécanismes d'attention qui permettent à l'IA de faire attention plus fortement à certains éléments de notre prompt qu'à d'autres, ceux qui semblent être les plus déterminants. Ça va orienter son attention sur ce qu'on va mettre en avant avec « c'est vital pour ma carrière ». Et donc là, ça va me permettre de forcer vraiment l'IA à naviguer sur Internet parce que de temps en temps, elle a tendance à être lazy, paresseuse. Et quand l'instruction de navigation sur Internet est perdue au milieu d'un prompt un peu dense, ça lui arrive de ne pas le faire. Et de temps en temps, elle ne va pas naviguer sur Internet et elle va directement répondre. Et quand on met « tu dois naviguer sur Internet, c'est vital pour ma carrière », on est sûr qu'elle va naviguer sur Internet.
Et plus on va faire des prompts denses, plus ces techniques de prompting émotionnel vont être intéressantes pour venir mettre l'attention sur certains points avec un espèce de chantage émotionnel auquel l'IA va réagir. Donc là aussi, ça permet vraiment de montrer des technologies qui sont d'un nouveau type, qui ont, même si ce n'est pas des technologies qui ressentent de l'émotion, comme elles ont été entraînées sur des données humaines, elles colportent, elles reproduisent une grande partie de nos propres façons d'être. Donc, dans cette logique de premier contact, il y a des différences entre l'IA et un humain, mais il y a aussi des ressemblances qui ne sont pas toujours celles auxquelles on s'attend. Donc, on voit qu'ici, ChatGPT a fait sa recherche dans 6 sites. Donc, elle a cherché avec la requête Latest Trends in Educational Innovation, Pedagogy, Neuroscience, qui correspond à ce que je lui avais demandé. Elle a cherché dans Frontières, sur le site de l'UNESCO, de l'OECD, enfin, de l'OCDE, sur un article sur la neuroéducation et encore dans Frontières. Donc, elle est allée chercher plein d'informations. Et là-dedans, ensuite, elle a choisi son angle d'attaque et elle a rédigé l'article. Et donc là, elle va rédiger un article qui, donc déjà, on voit qu'il est différent de ce qu'il y avait tout à l'heure. Cette fois, elle nous parle de l'enseignement assisté par IA. Bon, il est assez logique qu'en ce moment, sur Internet, il y ait beaucoup de contenu lié à l'enseignement par IA et que donc elle soit tombée là-dessus. Mais je vais lancer le prompt une deuxième fois. On va voir, il y a des chances qu'elle produise une réponse différente. C'est pas sûr à 100%, hein, c'est l'effet des mots. Et cette fois, donc, on n'est plus sur ce qu'elle avait produit au début. En tout cas, elle est allée chercher quelque chose de nouveau et elle va être capable, vous voyez, de citer ses sources. Et donc, une des principales forces de l'IA réside dans sa capacité à analyser et prédire les comportements d'apprentissage. Selon des recherches de l'UNESCO, en exploitant des données issues de la neuroscience, les systèmes d'IA peuvent ajuster en temps réel les méthodes d'enseignement et ainsi pallier les difficultés cognitives spécifiques à chaque élève. Donc là, on a toujours des sources liées à l'aspect neuroscientifique, mais cette fois, c'est même sourcé. On peut avoir le lien et on peut l'ouvrir comme ça et on va tomber sur l'article et on va pouvoir vérifier plus facilement les informations. On va pouvoir aussi, dans notre propre article, mettre ce type de source qui est toujours une bonne pratique pour montrer d'où vient l'information. Et de nouveau, on va avoir quelque chose de précis d'un point de vue neuroscientifique, puisque c'est le rôle qu'on a demandé. Il nous donne une méthode concrète, l'analyse formative, et il nous propose un cas concret, l'IA avec de la pédagogie adaptative dans les classes, sur par exemple la plateforme Carnegie Learning, donc avec là aussi une source, à mon avis, qui nous permet de retrouver ça pour l'enseignement des mathématiques. Donc là, on commence à avoir un article qui ressemble à quelque chose, qui a un angle d'attaque fort, qui est rigoureux d'un point de vue scientifique, neuroscientifique, qui amène des éléments concrets et chiffrés, qui est capable de sourcer ce qu'il dit et qui en plus va produire un contenu qui ne va pas toujours être un peu le même, qui va sortir de simplement le plus probable de ce que l'IA a appris. Alors, comme promis, je vais le lancer une deuxième fois. Donc, nouveau chat. Hop. On va voir ici. Donc, de nouveau, l'IA cherche sur le web en espérant qu'elle aille. Donc là, elle va chercher avec une autre requête. C'est aussi l'intérêt. Latest Pedagogical Innovation 2024. On voit qu'elle est allée chercher sur des sources complètement différentes. Il n'y a que celle-ci qui est commune avec ce qu'elle avait trouvé avant. Et alors, elle nous ressort l'adaptative learning, qui est vraiment à la mode. Mais cette fois, elle ne commence pas avec l'IA. Je ne sais même pas si elle va nous parler d'IA. Donc, on voit qu'elle nous parle d'autres choses, la zone proximale de développement. Donc, voilà, elle a trouvé d'autres informations. Elle est encore tombée sur l'adaptive learning, qui doit vraiment être le truc à la mode. Bon, je fais sur l'innovation pédagogique, pardon, je ne l'ai pas dit au début, mais parce que j'aime beaucoup la pédagogie et a priori, ça parle à tout le monde. On voit tous ce qu'est la pédagogie. Donc, même si on retombe sur l'adaptive learning, là, c'est par un autre point d'entrée et elle ne nous parle pas énormément d'IA. Elle est beaucoup plus sur le principe même de l'adaptive learning. Et puis, on pourrait lancer plein de fois pour voir ce que ça nous donnerait à chaque fois. On pourrait aussi lui demander ici d'aller chercher un peu différemment, de modifier ou d'utiliser un mot-clé, je ne sais pas, comme ça pourrait être, on sait que dans les pays nordiques, il y a beaucoup d'innovations pédagogiques. On pourrait lui demander de chercher des informations sur les dernières nouveautés qui viendraient de Finlande, par exemple. Et donc, ça spécifierait un peu plus et on tomberait sur des résultats différents. OK. Alors, dernière petite technique, on va sortir de l'exemple de l'article d'innovation pédagogique et puis on y reviendra juste après avec
une ouverture encore pour aller encore plus loin. Mais dernière petite technique qui est importante d'avoir en tête sur le prompting, c'est ce qu'on appelle le prompting few shot. Alors, few shot en anglais, ça veut dire quelques coups. En fait, ici, dans ce contexte, ça veut dire quelques coups d'apprentissage en plus. Donc, l'IA a appris sur énormément de données, mais on peut, dans notre prompt, lui fournir quelques exemples supplémentaires et elle va, on dit, apprendre dans le contexte. Juste le temps de répondre, elle va être capable de prendre en compte ces exemples-là, de s'en inspirer pour reproduire leur fonctionnement. Donc, c'est un peu la sagesse populaire de un exemple vaut 1000 explications. Si je vous demande de m'expliquer en détail le style de Picasso et que j'ai jamais vu un Picasso, vous allez galérer un petit peu à bien m'expliquer comment ça fonctionne. Je vais avoir du mal à avoir une image mentale, il va falloir beaucoup d'explications. Par contre, si vous me montez 3 Picasso, je vais avoir compris. Donc, c'est un peu la même idée. De temps en temps, il est plus pertinent de montrer des exemples que d'expliquer en détail le résultat qu'on attend. Un exemple typique, ça va être si on veut que l'IA reproduise le style, le ton d'un contenu. Si par exemple, vous écrivez régulièrement des articles et que vous voulez que l'IA reproduise un peu votre style d'écriture, ça va être très difficile de lui expliquer votre style d'écriture. Par contre, lui montrer des exemples de vos articles, ça va lui permettre de s'en inspirer. Donc, on pourrait d'ailleurs prendre quelques articles, soit qui nous plaisent, soit qu'on a nous-mêmes écrits, pour augmenter encore le prompt qu'on a fait précédemment. Ici, on va prendre un exemple plus rapide à mettre en œuvre. On pourrait commencer, donc là, voilà un prompt de Gigot. Écris-moi un post Twitter sur le prompt engineering. Hop, évidemment, on va prendre l'exemple du prompt engineering. Et on a le prompt engineering est l'art de poser les bonnes questions pour obtenir les meilleures réponses des modèles IA. Trouver le bon équilibre entre clarté, précision et contexte est clé. C'est la porte d'entrée vers des résultats plus performants et plus créatifs. OK, on a une explication rapide de ce qu'est le prompt engineering. C'est pas incroyable d'intérêt, mais c'est un tweet. Maintenant, on va passer à un meilleur prompt. Hop. Alors, on pourrait aller plus loin dans ce prompt, ajouter un rôle, ajouter du contexte, etc. Ici, je vais simplement lui dire « Écris-moi un post Twitter sur le prompt engineering en respectant le style de ces tweets » et lui mettre 3 exemples de tweets. Alors, c'est des tweets, celui-là, c'est un vrai tweet que j'avais fait quand j'avais sorti mon premier bouquin. Un livre qui s'écrit égale un rêve d'enfance qui se réalise. À la croisée de la philosophie, de la technologie et de l'art, hypercréation est une quête où la créativité danse avec l'intelligence artificielle. Un algorithme créatif, est-ce un horizon atteignable? Suspense. Donc, bon, ce n'est pas mon livre sur le prompting, c'était un livre précédent sur la création et la créativité. Et on voit que mon style est un petit peu plus poétique, un petit peu plus riche que ce qui nous avait proposé avant et qu'il y a un ou deux hashtags à la fin en termes de structure. Un autre exemple, plongeons dans l'univers mystérieux des IA génératives où art et sciences fusionnent, des chefs-d'œuvre naissent des entrailles de codes complexes, brouillant la frontière entre hommes et machines. Sommes-nous les créateurs ou les créations dans cette danse numérique énigmatique? Donc là aussi, on a un truc un peu plus poétique, etc. Donc, en voilà 3 qui ont un style plus poétique. Et on voit ici que la réponse, normalement, sera un peu plus poétique aussi. L'art de la prompt engineering, alors, on voit qu'il y a fait ici petite erreur, elle ne sait pas que prompt engineering, on l'utilise plutôt au masculin. L'art du prompt engineering, c'est plus qu'une simple interaction avec l'IA, c'est la création d'un langage où chaque mot façonne la pensée de la machine. Entre précision et créativité, l'humain devient l'architecte de la conscience numérique, jusqu'où ira cette symbiose. Et on a de nouveau les hashtags. Donc là, en effet, on a là aussi un langage un peu plus fruité, on va dire, qui correspond assez bien à ce qu'elle a pu trouver dans ces exemples-là. Donc, le prompting few shot va permettre de préciser des éléments de tonalité, des éléments de format de la réponse aussi. Si je veux une structure de réponse bien définie, je peux lui donner des exemples, voire aussi voilà, lui fournir des exemples complets de contenu qui nous inspirent et l'IA pourra s'en inspirer d'une certaine façon pour répondre. Alors, un dernier point par rapport à tout ce qu'on a dit, on voit qu'on peut faire des prompts très longs si on veut. Ce n'est pas toujours nécessaire. Évidemment, de temps en temps, il est plus rapide d'écrire soi-même le contenu que d'écrire le prompt qui va permettre de générer le contenu. Donc, il ne faut pas non plus surprompter. Et il y a, on va dire, un bon usage du prompt. Si j'ai besoin d'écrire des articles souvent, avoir un très bon prompt
fait une bonne fois pour toutes, qui me permet à chaque fois d'avoir une bonne base d'articles que j'aurais plus qu'à reprendre, là, ça vaut le coup, et ça vaut le coup de travailler son prompt de façon précise. Si je veux demander une recette de cuisine pour faire des gaufres ce week-end, bon, simplement demander à l'IA, donne-moi une recette de cuisine pour les gaufres, ça suffit largement. Il n'y a pas besoin de dire tu es un grand cuisinier extrêmement créatif et audacieux qui propose des recettes de cuisine pour les dimanches. Enfin voilà, là, le surprompting va pas être nécessaire, on perdra du temps plus qu'on en gagnera. Donc, évidemment, il y a l'intelligence situationnelle de réfléchir à quels éléments mettre dans son prompt. On n'est pas toujours obligé d'avoir tous les éléments d'un bon prompt, mais voilà un résumé de ce que sont censés être les éléments d'un bon prompt, le rôle donné à l'IA, du contexte spécifique, la demande le plus claire et efficace possible, une méthodologie de réflexion qui permet de spécifier l'orientation de la réflexion, évidemment, et quelques exemples de résultats. Et puis, l'IA n'est pas une machine qui est comme les algorithmes, on met une entrée, on a une sortie, c'est une machine de dialogue, donc en fonction du résultat qu'on a, ensuite on peut dialoguer pour affiner, typiquement avec la quantification de caractéristiques que j'ai montré, mais avec plein d'autres possibilités aussi, simplement en parlant à l'IA en langage naturel. Alors, je suis censé passer aux questions-réponses, mais je vais quand même prendre quelques minutes supplémentaires pour vous apporter un petit regard sur l'agentivité, parce que c'est ce qui va arriver de plus en plus. Et donc, je voulais vous donner un exemple en continuité de ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. Alors, l'agentivité, ce qu'on appelle un agent, hein, c'est un système d'IA qui, en plus d'avoir le moteur d'intelligence tel qu'on l'a aujourd'hui dans les LLM, est capable d'une part d'agir en autonomie, c'est-à-dire de réaliser tout un processus, pas juste être en question-réponse et simplement répondre à notre demande et automatiser ou augmenter une petite tâche donnée, mais augmenter ou automatiser un processus complet où l'humain va être soit carrément absent si l'agent est vraiment très performant, soit va être, comme on dit, human in the loop, va être là pour superviser ce que fait l'agent et le réorienter quand il y a besoin. Mais ça va être ce gain d'autonomie qui va être très important dans l'agent. Et puis la deuxième chose, c'est que l'agent va être capable d'utiliser des outils externes, il va être capable de se connecter à plein de services sur Internet, par exemple, je ne sais pas, il va être capable de se connecter à votre banque, il va être capable de se connecter à Skyscanner, à Airbnb, etc., pour concevoir un voyage et faire le processus du planificateur de voyage, ou quelque chose comme ça. C'est l'exemple qu'on donne souvent. Donc, un agent a ces deux capacités d'autonomie et d'utilisation d'outils. Ça va se mettre en place doucement pendant les mois et années à venir, la capacité d'agentivité, mais les agents, ça va un peu être à l'IA et au modèle d'IA actuel, ce que les apps sont au smartphone. Ça va permettre d'encapsuler des vrais savoir-faire dans de l'IA qui seront capables d'être déployés avec un certain niveau d'autonomie. Donc, c'est un peu la maturité de la révolution actuelle. Alors, aujourd'hui, les agents ont des grosses limites et quand on veut créer un agent, on ne peut pas le laisser être complètement autonome et simplement lui dire écris un super article et l'agent se débrouille tout seul pour faire tout ce qu'il faut pour écrire l'article. On va être obligé, en fait, d'architecturer nos agents. On va créer des architectures cognitives, on appelle ça comme ça. Donc, on va construire toute l'expertise qu'il faudrait avoir pour réaliser le processus. Et puis ensuite, l'IA va remplir chacune des briques avec son moteur d'intelligence et va passer à travers toutes les étapes. Donc, si vous vous rappelez, quand je parlais du prompting méthodologique, je donnais à l'IA dans le prompt une méthode de réflexion. Je lui disais d'abord fais A, ensuite fais B, ensuite fais C, ensuite fais D. L'idée, en fait, ici, ça va être de décomposer cette expertise, par exemple, de création d'articles pertinents. On va la décomposer en une chaîne de prompts. Au lieu d'avoir un prompt dans lequel on a une méthode à la fin, on va avoir un prompt pour faire A, un prompt pour faire B, un prompt pour faire C, ce qui va aussi permettre de spécifier à chaque fois le rôle et l'objectif beaucoup plus fortement. On peut évidemment rajouter une méthode dans chaque élément de la chaîne de prompt et encore redécomposer très finement. On peut aller à une maille très fine, mais par essence, on va déjà rester sur cette maille-là. Et par exemple, pour mon article, pour l'écriture d'article, ça va donner quelque chose comme ça. On va définir donc le processus de pensée qui permet d'aboutir au résultat, avec d'abord un prompt pour choisir la thématique, un prompt pour donc choisir un angle d'attaque puissant, un prompt pour définir des requêtes de recherche variées. Au lieu d'avoir juste une recherche sur Internet, l'IA va en faire plusieurs avec des requêtes de recherche variées. Un prompt pour aller chercher de l'information factuelle sur Internet,
un prompt pour définir le plan de l'article et un prompt pour écrire chaque partie de l'article itérativement pour avoir un article qui est plus long, plus complet. Et puis, on pourrait même avoir une brique ensuite qui reprend tout l'article et vérifie que tout est cohérent et n'a pas de redondance, des choses comme ça, jusqu'à avoir un article écrit qui est performant. Donc, l'idée, ça va être qu'au lieu d'avoir un prompt, on va décomposer en plusieurs prompts qui vont en fait devenir une espèce d'équipe de petites IA qui ont chacune leur rôle et chacune leur petite tâche. Et plus la tâche va être fine, plus ça va être efficace. Et ensuite, ce qu'on va appeler l'agent, c'est l'ensemble de ces petits IA qui vont agir les unes après les autres pour aboutir au bon résultat. Donc, l'intelligence de l'humain, ça va être celle de concevoir le processus et de le designer. Et puis ensuite, l'IA va être capable d'écrire plein d'articles qui vont être de qualité et on va aboutir à des articles bien plus qualitatifs qu'avec juste un prompt parce qu'il y aura tout ce cheminement de pensée qui va être mis en œuvre. Donc voilà, par exemple, l'équipe que je pourrais construire, un journaliste de talent capable de choisir les meilleurs angles d'attaque, un expert des moteurs de recherche et de l'optimisation de requêtes, un documentaliste rigoureux qui cherche les informations et un copywriter spécialiste du storytelling pour écrire l'article à la fin. Et à la fin, je pourrais implanter l'agent. Alors, c'est ce que j'ai fait. Il y a plein de façons d'implanter un agent. On peut le faire évidemment avec du code. On peut le faire avec des interfaces un peu intermédiaires comme Flowise qui permettent de placer des blocs et de créer ces agents en glissant des blocs. C'est encore un peu geek, mais c'est déjà plus accessible qu'avec du code. Et il y a même des façons de le faire avec ChatGPT. On peut, dans un GPT, donc dans une petite version de ChatGPT spécifique, on peut lui donner l'ensemble des rôles, lui donner tout le processus et lui demander de passer à travers le processus. Et donc, voilà ce que ça donne pour l'écriture d'articles. Donc, c'est mon petit GPT autonome qui écrit des articles de qualité. Donc, c'est celui-là. Il intègre donc les différents rôles qu'il y a ici et toutes les étapes que j'ai montrées ici. Et donc là, je n'ai plus qu'à lui dire Go. Et vous allez voir, il va commencer par me demander quelle est la thématique. Donc, on va lui écrire, on va rester dans notre thématique, l'innovation pédagogique d'un point de vue neuroscientifique. On va être précis. Hop. C'est un sujet fascinant qui ouvre de nombreuses possibilités. Merci. Donc, il va commencer par analyser la thématique pour en faire découler un certain nombre d'angles d'attaque possibles qui vont lui sembler pertinents. Donc, il va proposer plusieurs angles d'attaque. Il va en choisir un de lui-même. Et vous allez voir que là, je l'ai configuré pour qu'il y ait le côté human in the loop. À chaque étape, je vais pouvoir valider qu'il passe à l'étape suivante ou réorienter si ça ne me va pas. Donc, ça permet de garder un vrai œil sur ce qui est fait. Donc ici, il me propose l'angle d'attaque, l'impact des découvertes sur la plasticité cérébrale, les neurosciences derrière l'apprentissage personnalisé, encore une fois, le lien entre émotion et apprentissage, et les outils numériques d'apprentissage, par exemple les casques EEG, etc. Il choisit l'angle d'attaque, le lien entre émotion et apprentissage, très bien. Donc là, normalement, il va me demander si je suis OK. Peux-tu me confirmer ce choix pour que je passe à l'étape suivante? OK pour moi. J'ai juste à lui dire OK, ou alors je pourrais lui dire non, je veux que tu prennes l'angle d'attaque X, Y, ou lui dire propose d'autres angles d'attaque, etc. Et ici, maintenant, il va construire des requêtes optimisées pour aller chercher des informations sur le lien entre émotion et apprentissage. Il en produit en français et en anglais, ce que je lui ai demandé de faire pour aller chercher de l'information un peu partout. Donc, on a 6 requêtes différentes. Je lui dis OK, il peut passer à la recherche d'informations. Donc, il va lancer la recherche pour la requête 1, neurosciences, émotion, apprentissage, pédagogie. Donc là, il a une logique de mots-clés de requête. Il cherche sur le web, il récupère de l'information liée à ça. Ensuite, il va faire pour les autres requêtes, etc. Je ne vais pas vous dérouler tout l'agent parce qu'il est déjà 15h18 et qu'on n'a plus que 2 minutes, mais vous avez compris l'idée. J'ai juste à lui dire OK, 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 à suivre le processus. Et à la fin, il va se baser sur toute cette donnée-là qu'il aura récupérée pour construire un article bien complet avec tous les éléments qu'on a envie d'avoir. Donc, ça nous permet, avec une vraie logique d'agentivité, de construire des beaux articles. Et je vais le laisser faire et puis on verra. Peut-être que je le ferai jusqu'au bout et que j'enverrai à SMJ l'article final si vous avez envie de le lire ensuite. Eh bien, avec plaisir, Flavien, avec plaisir. Et comme ça, nous pourrons comparer avec les Atomic Content de SMJ. En tout cas, on voit bien que tout l'enjeu autour de l'IA, c'est aussi comment on arrive à amener l'IA à mener plusieurs tâches, à aller chercher la bonne data. Je pense que c'est vraiment un des sujets principaux également. Et tout en ayant, bien entendu, l'humain in the loop, comme tu dis. Un grand merci à toi, Flavien, pour avoir
donner toutes ces bases sur le prompt engineering. En effet, en termes de timing, eh bien, il ne reste pas beaucoup de temps pour répondre aux questions. Donc, ce que je te propose, Flavien, c'est je prends la question qui a le plus de votes. Allez, c'est parfait. Donc, est-ce qu'il vaut mieux un long Ouais. prompt, très long prompt, ou plutôt une succession de plusieurs Ouais, petits ouais. prompts qui Alors, s'enchaînent? la réponse, elle est parfaitement claire et elle est sous-entendue par ce que j'ai montré à la fin avec la logique d'agentivité. Plus le prompt est fin, précis, à une granularité basse, plus c'est efficace. Donc, ma réponse est complètement, il ne faut pas un long prompt. Il y a plein de vendeurs de méga prompts, de prompts super longs qui sont censés tout faire, etc. Pardonnez-moi l'expression, mais c'est du gros bullshit. Ce n'est pas du tout comme ça que fonctionnent les systèmes d'IA. C'est une mauvaise compréhension du système d'IA. Moins il y a d'informations, plus l'attention du système d'IA va être concentrée sur ces informations et plus il va pouvoir produire une réponse qui analysera ces informations. De plus, un système d'IA peut produire seulement un certain nombre maximal de mots. Pour GPT, par exemple, c'est environ 3500, 3600 mots. Dans ChatGPT, c'est beaucoup moins que ça. On voit que ces réponses sont limitées. Et donc, si on veut avoir une réponse suffisamment pertinente, il faut avoir une question très granulaire parce qu'il ne pourra pas s'étendre sur des réponses très longues. Et c'est là où, par exemple, quand on veut écrire un article, lui demander d'écrire l'article partie après partie, c'est bien plus efficace que d'un seul coup, parce que d'un seul coup, on aura forcément un article assez court qui ne pourra pas aller en profondeur. S'il fait d'abord le plan et qu'ensuite il remplit chaque partie du plan, ça lui permet de faire un contenu long et de se concentrer sur chaque partie du plan très précisément. Donc, il y a vraiment une réponse très factuelle là-dessus qui vient et du fonctionnement des systèmes d'IA et de toutes les recherches empiriques qu'on peut faire en prompting, des prompts précis, granulaires, et leur longueur ne doit pas être l'occasion d'y mettre beaucoup d'informations, mais d'y mettre beaucoup de données et de précision pour répondre à la demande granulaire. Bah super. Bon, plus tu parles, Flavien, plus tu décris l'algorithme d'Atomic Content. Ça me fait un peu peur, mais c'est pas Je suis grave. désolé. Mais Mais ça prouve que vous avez fait du bon boulot. oui, bah, pour un article de 1000 mots, on fait 50 appels différents avec Voilà. exactement la logique. Et d'ailleurs, la slide schéma, enfin, presque à peu de choses près, en tout cas la logique. Et d'ailleurs, juste pour rebondir là-dessus, d'un point de vue, je dirais, un peu plus power user, est-ce que pour toi, du coup, c'est une forme de limite du coup, des GPTs, ou si on veut rester juste sur une simple demande, bah, du coup, c'est une limite par rapport à une approche plutôt prompt chaining, c'est-à-dire un enchaînement d'appels? Alors, les limites des GPTs, elles vont être assez évidentes. C'est que, en fait, tu vas simuler un peu cette chaîne de prompt à l'intérieur de leurs instructions qu'il y a derrière. Et en fait, il y a un nombre de mots limité là-dedans. Donc, tu ne pourras pas avoir 50 étapes dans ta chaîne. Tu seras plus limité que ça. Tu pourras en avoir 6, 8, 10 grand maximum. Et après, tu exploses ce qu'on appelle son prompt cadre. Donc, la limite, ça va être que tu ne peux pas faire des processus très longs. Tu es obligé de te limiter un peu. Par contre, moi, j'ai trouvé des moyens de faire des boucles, ce qui permet d'améliorer un petit peu. La deuxième chose, c'est que ChatGPT, enfin les GPTs, tu vas avoir quand même plus de mal à être fin sur l'utilisation d'outils externes, comme d'aller chercher dans des bases de données, ce genre de choses. Et puis enfin, tu vas quand même c'est bien d'avoir le côté human in the loop, mais il reste obligatoire parce que ChatGPT répond à chaque étape avec un nombre de mots limité. À chaque fois, tu es obligé à minima de lui dire OK. Donc, moi, je pense que dans un premier temps, c'est pas mal. Ça permet de garder un œil sur ce qu'il fait. Mais évidemment, dans un avenir proche, tu veux que aussi tu aies des processus beaucoup plus autonomes où tu n'es pas obligé de rester derrière à dire OK, tu dis à ton IA d'aller bosser, elle va bosser et puis 15 minutes après, elle te ramène l'article complet, bref, ce que tu lui as demandé. Et toi, pendant ce temps, tu bosses sur autre chose, tu te fais un café, tu fais ce que tu veux. Donc, évidemment, les GPTs tels que je l'ai montré, pour l'agentivité, ce n'est pas un produit abouti. Et il est clair que ça permet de mettre les mains à la pâte, ça permet à n'importe qui de créer ses petits agents, mais ça ne remplace pas une solution professionnelle. Je vends un peu ton truc là en plus, mais c'est vraiment pas pour pousser le produit Samuji, mais c'est vrai que ça remplace pas du tout un produit dans une verticale métier. Et en ce moment, je pense que il va y avoir une nouvelle bulle financière très importante avec énormément d'entreprises qui vont se positionner sur la création d'agents pour des verticales métiers. Et je pense que il y a des potentiels de start-up dans tous les sens pour aller mettre des agents dans les verticales métiers. En ce moment, la grande mode, c'est de le faire dans le légal.
dans le légal, ça marche super bien parce que tu as des processus très structurés où c'est énormément d'analyse documentaire, c'est énormément du textuel, tout le droit, c'est du textuel. Et donc, les agents fonctionnent déjà très bien et tu as déjà une ou deux startups qui ont fait des levées de fonds avec des valorisations complètement dingues sur des agents qui utilisent des grands modèles comme GPT, etc., mais qui mettent en place le bon tunnel pour la verticale métier. Et alors, on est en train d'exploser le timing, mais c'est pas grave, je profite que tu sois là. Je vois dans le chat, il y a un conseil qui est intéressant, hein, c'est aussi voilà, pour aller plus loin dans cette notion d'agent, potentiellement d'utiliser des outils type MEC ou N8N, c'est une manière de. Alors, c'est un peu plus technique, hein, on ne va pas se mentir. Est-ce que toi, tu as d'autres outils, entre guillemets, à conseiller pour, je dirais, aller encore plus loin au-delà des GPTs? Il y a vraiment 3 étapes pour moi. Il y a, si on est utilisateur final, il y a les GPTs pour faire ces petits agents ou les solutions que des boîtes peuvent proposer sur des verticales métiers, comme CMJ pour la création de contenu. Le deuxième élément, si je suis un peu plus power user et que j'aime bien mettre les mains dans le cambouis, il y a Flowise. Flowise, c'est vraiment, ça permet de chaîner. Vous glissez, déposez des briques, vous les chaînez, vous mettez vos petits agents les uns à la suite des autres, vous cliquez sur play et ça joue la série. C'est un petit peu plus GIF. Par contre, c'est complètement open source, donc on peut le faire tourner sur ses propres serveurs d'entreprise. C'est vraiment fun. C'est une startup qui s'est lancée, qui est financée par Y Combinator, notamment aux États-Unis. Donc, Flowise, je pense que ça va beaucoup monter. Pour moi, c'est un peu le WordPress des agents, si on veut. Mais pour l'instant, c'est un peu plus geek. Si on n'aime pas du tout les interfaces légèrement geek, on va se dire, oh là, c'est quoi ce truc? Et puis, le troisième niveau, c'est je veux implanter un truc très, très fin. Et là, je le développe à la main, notamment avec des librairies comme LangChain. En fait, Flowise, pour les techos, Flowise, c'est une interface visuelle sur du LangChain et du LangGraph, surtout. Et ça permet de mettre ça en musique avec une interface visuelle. Mais après, si on veut vraiment être fin, évidemment, coder soi-même permet d'aller toujours au plus loin. Voilà, donc pour moi, c'est ces 3 niveaux et je conseille Flowise pour ceux qui auraient envie de jouer à un peu plus haut niveau. Ok, donc tu n'as pas encore conseillé l'IA qui code elle-même son propre agent IA. Non, mais ça, peut-être l'année prochaine. Exactement, là, je suis en train de travailler dessus. Il y a plein de gens qui travaillent dessus. Évidemment, c'est un gros sujet. Un agent pour concevoir des agents, le méta-agent. Par contre, j'ai fait du méta-prompting. Si vous voulez, d'ailleurs, je peux le donner ça dans le chat peut-être. Hop, je vais donner le lien. Vous pouvez aller sur cocoprompt.fr. C'est un petit web app que j'ai créé. C'est du méta-prompting. C'est un petit assistant qui vous aide à concevoir un bon prompt. Vous mettez un mauvais prompt, il vous pose les quelques questions qui vont bien, il vous propose des rôles, vous choisissez et ça vous construit un super prompt. Quand vous vous inscrivez, vous avez quelques crédits gratuits. Après, je ne le fais pas pour des raisons commerciales, c'est quasiment à prix coûtant sur ce que ça me coûte derrière de faire tourner des modèles d'IA. C'est même, je crois, à prix coûtant exactement. Donc voilà, il y a un modèle d'affaires juste pour pas que moi, ça me coûte de l'argent, mais c'est pas cher du tout si vous avez envie de l'utiliser. Super. Merci encore, Flavien, pour ce super moment, tes précieux conseils. Je rappelle, si le prompt engineering, ça vous intéresse, eh bien, la suite logique, c'est d'acheter le livre de Flavien, Hyperprompt, qui est vraiment génial. Vous verrez. Et donc, encore merci à toi, Flavien. On se retrouve. Alors, pour le coup, on fait une mini pause de 3 minutes, puisqu'on se retrouve à 15h30 pour la prochaine conférence, donc dans 3 minutes. Donc, prenons un peu d'air et puis on revient. Et à très bientôt, Flavien. Merci. Bye bye, merci à tous, au revoir.